Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette dégustation virtuelle SAQ Inspire Signature. Je me présente, je m'appelle Inès Castillo et je suis directrice de compte pour les vins italiens à la SAQ, mais passionnée de vin avant tout et passionnée de vin italien. Je serai votre animatrice pour ce soir en compagnie de ma collègue Julie Perrault, experte produit. Elle sera aussi en charge de la période de questions et elle nous présentera des capsules d'informations pour agrémenter la soirée. Ce soir, on vous emmène en Italie. Nous voyagerons au pied des montagnes italiennes pour y découvrir le royaume du Nebbiolo. Région riche en histoire et tradition, le Piémont a toujours été considéré comme un terroir d'exception. Depuis des générations, le domaine Pio Cesari fait partie de cette tradition. Ce soir, ils nous partageront leur savoir-faire et leur passion. Afin de faciliter le déroulement de la soirée, voici certains conseils qu'on voudrait vous partager. Nous avons 3 vins ce soir à déguster. Je vous demande donc, je vous invite à ouvrir dès maintenant ces 3 bouteilles de vin et pourquoi pas, servez-vous un vin blanc pour débuter cette soirée avec nous. Ne vous inquiétez pas, avant chaque service, je vous nommerai le vin. Après la dégustation, il y aura une période de questions et n'hésitez pas, vous pouvez commencer dès maintenant à nous envoyer des textos et on répondra après la dégustation, chacune des dégustations. La soirée devrait durer à peu près 1h30 et elle se fera autant en anglais qu'en français. Par contre, si vous avez besoin d'un moment pour vous-même, appuyez sur le bouton pause et appuyez sur le même bouton pour continuer la dégustation. Je vous invite maintenant à regarder le décor qui est autour de moi. Quelle belle entrée de domaine que j'ai. À ma gauche, vous verrez, il y a un escalier. Mais l'escalier, il n'est pas là pour hasard. Au 2e étage se trouve la salle familiale de la famille Boffa, où nos invités d'honneur de ce soir nous attendent. Mais avant de les rejoindre, voici quelques mots sur leur vignoble. Sachez que depuis 1881, le domaine Pio Cesari fait partie de cette tradition piémontaise où la famille et la vigne se côtoient à tous les jours, mais sans jamais perdre l'objectif de faire des vins exceptionnels à chaque millésime. Monsieur Boffa, le propriétaire du domaine Pio Cesari, l'a démontré dès sa jeunesse et plus tard à travers ses voyages. Aujourd'hui, c'est la 5e génération qui continue cette tradition de qualité avec Mademoiselle Boffa. Je suis très heureuse de vous présenter ce soir officiellement nos invités d'honneur du domaine Pio Cesari, le propriétaire, Monsieur Pio Boffa Pio, et sa copropriétaire et sa fille, Mademoiselle Federica Rossi Boffa Pio. Bonsoir, Monsieur et Mademoiselle Boffa. Buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation virtuelle ce soir. Merci à vous de nous avoir donné cette incroyable opportunité d'être avec vous ce soir. Je veux juste faire une petite mention à nos participants de ce soir, qu'à cause des mesures de sécurité en Italie, nos invités d'honneur devront porter un masque ce soir. Mais cela n'empêche rien, on va avoir une belle soirée ensemble, le son est parfait et je crois que c'est important de garder ces mesures de sécurité, bien sûr. Mais avant de commencer, je vais prendre une petite pause pour souhaiter au nom de tout le monde un bon anniversaire à Federica. Buon compleanno, Federica. Merci. Ce soir, nous sommes un très grand nombre de passionnés de vin qui sont au rendez-vous pour vivre ce moment unique en votre compagnie et on apprécie vraiment le temps que vous prenez avec nous. Mais avant de débuter la dégustation, j'aimerais que vous me parliez brièvement de l'histoire de votre famille et de votre vignoble. Alors, c'est à moi de commencer, de parler un peu de l'histoire de notre famille, de l'histoire de notre maison, qui est une des plus vieilles maisons de la région du Barolo et de la région du Barbaresco. Mon arrière-grand-père avait commencé à faire du Barolo et du Barbaresco à la fin du XVIIIe siècle, ici, dans la ville d'Alba, dans une maison qui est construite à la fin du XVIIe sur les ruines des murs romains de la ville d'Alba, établie à peu près 50 ans avant Jésus-Christ. Et nous avons dans notre maison 5 niveaux de bâtiments
Et nous avons des morceaux de murs romains un peu partout, dans tous les endroits. Et le niveau le plus bas est situé sous la rivière Tanaro, c'est la rivière de la ville de Alba. Donc nous avons une température fraîche et pas faite avec l'air condition. C'est tout naturel chez nous. C'est cool pendant l'été et il n'est pas très froid pendant l'hiver. Ça, c'est parfait pour les caves. C'est parfait pour les caves, c'est parfait pour vieillir le grand vin de notre maison. Mon arrière-grand-père était un businessman dans de différents endroits, mais ils avaient un très grand amour pour le vin, pour la cuisine de sa région. Et il avait commencé comme un hobby de produire une petite quantité de Barolo de Barbaresco pour ses amis, pour sa famille, pour les clients de ses différents business. Mais tout de suite, il a perçu que faire du vin, pour lui, il était une passion et il était une très belle chose pour lui. Donc, il a quitté tous les autres business et il a maintenu seulement de faire du vin qu'il était. Malheureusement, il est mort quand il était très jeune et 2 générations après lui sont passées avant d'avoir moi-même dans la famille. Et je suis né comme une petite erreur, comme une petite problème que mon père et ma mère ont fait ensemble. Oups, je suis devenu Pio Boffra totalement comment dire, imprévu. Un beau petit cadeau. Je suis arrivé 14 ans après mon frère Césarin et 8 ans après ma soeur Federica. Donc vous pouvez comprendre que j'étais totalement imprévu, mais je suis le seul de 3 fils de mon père et de ma mère qui a maintenu la passion, l'amour et la volonté de continuer à suivre l'esprit, la passion et la tradition de notre famille. Nous sommes connus un peu dans le monde parce que nous avons à peu près 50 pays où nos vins sont distribués en très petite quantité et nous sommes connus pour être des producteurs de Barolo et de Barbaresco traditionnels. Alors toujours tout le monde il parle de tradition et il parle de qualité. Pour nous, tradition, il ne veut pas signifier d'utiliser les vieilles méthodes de production. Nous ne pressons pas les raisins avec les pieds, comme on faisait il y a 100 ans. Nous avons tous les équipements et les techniques plus modernes qui, nous pensons, sont bien pour notre qualité, pour notre histoire. Pour nous, tradition signifie d'être capable à produire aujourd'hui et tous les années, pour tous les millésimes, un style de vin qui doit être le style de la maison. Et le style de la maison, il n'arrive pas avec les techniques dans les caves, il ne vient pas avec la façon de faire le vin dans les caves, il vient surtout, je dis, 95% de la qualité de vignoble, de la qualité des raisins que nous utilisons dans nos vins. En fait, nous avons passé beaucoup d'années pour individuer les endroits les plus importants pour notre qualité et pour notre philosophie de vin. Et en fait, nous avons des vignobles dans 5 endroits dans la région de Barolo et dans 3 endroits dans la région de Barbaresco. Et chaque endroit est important pour donner une particulière caractéristique au vin que nous produisons. En fait, le Piémont, c'est un peu comme la Bourgogne. Des différents endroits, il donne de différentes caractéristiques au vin de notre région. Nous sommes des artisans, nous ne sommes pas des grands producteurs de vin,
nous sommes un peu des boutiques winery, comme on dit en anglais, comme on dit en Californie, et on veut continuer à être et à continuer à rester artisan et à rester une boutique et une petite quantité. Mais notre ego est vraiment proportionnel au niveau et à la rondeur de mon ventre, parce que le ego pour nous, c'est le plaisir de voir nos étiquettes et nos bouteilles dans les endroits plus importants du monde. Et bien sûr, c'est un honneur d'avoir nos vins dans la SAQ au Québec depuis 35 ans, dans les endroits plus importants. Nous sommes très contents de les avoir aussi. Je crois que ça témoigne du style et de la qualité que vous produisez depuis des générations. Et on veut continuer à le faire, et je suis très heureux d'avoir Federica, ma fille, comme la prochaine génération, avec mon niveau Cesare, qu'ils sûrement vont continuer la tradition et la qualité et la dédition que notre famille a toujours eue pour continuer à produire de très grands vins de qualité. Ok, c'est à moi. Bonsoir, madame, monsieur. Je m'excuse, je ne suis pas très pratique avec le français. So I will speak in English tonight, but I promise that I will practice even more my French after this very special tasting. I will speak about another very important aspect of Pio Cesare, our way of being growers. The selection of the different terroirs and different soils that we made across the years has not been made randomly, but it was made accordingly to the style of wine we always wanted to produce. A choice that was made at the beginning of the 1900 by my great-great-grandfather, who was among the very first and great pioneers of Barolo and Barbaresco, a choice that we strictly follow after 140 years of history, thanks to his bright vision. So our family has been able to identify, select, and acquire properties and vineyards located more or less in the same surroundings and the same terroir since day one of our history. And today, we proudly own more than 75 hectares of premium vineyards with exclusive hillside exposure in different villages of the Barolo and the Barbaresco area. The majority of our hectares in the Barolo area are located in the village of Serralunga d'Alba, where we own 4 different vineyards locations. For us, Serralunga is really making one of the best expressions of Barolo, full of masculinity, full of structure, and full of longevity. The rest of our Barolo properties are located in the village of La Morra, very famous for the elegance and from the finesse. Then in the village of Novello, with the very famous appellation called Ravera. Then in the village of Grinzane Cavour, which is giving the bouquet and the perfume. And finally in the village of Monforte, with the last acquisition that my father did when he turned 60 in 2014, in the very famous and very well-known Mosconi appellation. We own then, of course, a few hectares in the Barbaresco region, mainly in a very small and tiny village called Treviso, with 3 vineyards location, plus a small property in the district of Alba called San Rocco. The rest of our properties are located in the area in between Barolo and Barbaresco, which is called Langhe, located around the district of Alba, where we work and where we live, and where we are today, actually, tonight. As you have imagined, we spend a lot of time inside of our vineyards, and we have a very maniacal care of our plants. We almost pamper and grow them as they were our own children, supervising and check the health status of our plants every day. Since many years, we are applying in our vineyards a series of sustainable practices, even if we are not certified with any kind of biological or biodynamic certification.
simply because we do not want to use this kind of certification as marketing tools, but we simply apply these green methods following our philosophy of production. So thanks to these green methods, we reduce the impact of chemicals in our vineyards, in the fertilization of the soil, in the growing methods, and especially in the defense of the plants against diseases, enriching our environment with a lot of biodiversity. As far as the canopy management, we try to keep as many leaves as possible to protect our grapes from the sun. And finally, we do in the month of August a very severe green harvest, which means that we reduce the size of our cluster in order to achieve lower and lower yields, so to have very lower production for each plant, in order to reduce the stress of our plants. In this way, we can have grapes and then wines with more concentration, with more roundness, with more elegance, and with less green tannins. The emphasis that my daughter is putting in describing the method of growing grapes is telling to all of you how important for the family is to grow grapes of the highest possible quality. Merci beaucoup pour cette introduction à votre famille, à vos vignobles, à la région. Alors, nous allons découvrir ce soir ces vins de qualité, vos styles aussi. Si vous me le permettez, nous allons débuter la dégustation du premier vin de la soirée, le Chardonnay L'Altro 2018. C'est le premier verre que vous vous êtes servi ce soir. Vous pouvez vous le resservir au besoin. Je vous dis santé, salute, en Italie et à la maison. Mais avant de passer à la description du produit, Julie va nous présenter une capsule sur la belle région du Piémont. Merci Inès. Bonsoir à tous. Alors, pour tenter de se rapprocher de nos invités autant que possible, on avait envie de vous permettre une petite incursion dans la région piémontaise, question de vous permettre de vous imprégner autant que possible, même virtuellement, de l'origine des vins que vous aurez la chance de déguster avec nous ce soir. D'abord, géographiquement. Quand on regarde cette carte qui illustre les 20 grandes régions viticoles italiennes, on remarque que le Piémont est tout en haut, au nord-ouest, en frontière d'un côté avec la France et de l'autre avec la Suisse. Comme son nom le suggère, le Piémont est situé au pied des montagnes, qui sont ici celles qui forment les Alpes. Et je vous montre à l'instant une vue superbe de la ville de Turin avec ses majestueux sommets qui s'érigent en toile de fond. Turin, qui en est d'ailleurs la capitale, est aussi l'endroit où ont eu lieu les Jeux olympiques d'hiver de 2006. Plus ancré encore, on peut évoquer l'origine des fameuses voitures Fiat, un mot qui est en fait l'acronyme pour Usine automobile italienne de Turin, que vous voyez à l'écran dans sa langue d'origine et pour lequel je vais vous épargner mon piètre accent italien. Mais outre la qualité des vins qui y sont produits, on reconnaît au Piémont également quelques spécialités et concepts qui entourent la gastronomie. On lui associe la truffe et notamment la légendaire truffe blanche d'Alba, la plus rare et la plus onéreuse de toutes, mais si savoureuse. La culture des noisettes ne fait aucun doute dans le Piémont également. Elles ont même la réputation d'être tout simplement les meilleures au monde, rien de moins. Or, on ne s'étonnera pas de la présence du siège social de Ferrero, à qui l'on doit les fameux chocolats Rocher et la tartinade de Nutella. C'est aussi dans le Piémont, plus précisément à Alba, qu'est né le slow food dans les années 80, un mouvement qui se dresse contre l'industrialisation alimentaire, mais qui est surtout à la défense de l'achat local chez les producteurs artisans. Le slow food, dans le fond, mise sur le réapprentissage du goût des aliments de qualité tout en s'intéressant à leur origine et à leurs conditions de production. Et je dirais que c'est pas mal ça qu'on s'apprête à faire avec ce qui se trouve dans nos verres. Mais là, justement, on va revenir au vin qui est notre sujet principal. En faisant un zoom sur la carte des régions viticoles du Piémont, j'attire votre attention sur celle des Langhe, que vous voyez en rose. En fait, comme vous savez déjà, il y a des zones d'appellation qu'on peut comparer à une poupée russe. Tiens, c'est un peu comme dire d'une grande région qui peut en abriter des plus petites, des plus précises, qui sont souvent encore plus reconnues et même plus typiques. Dans le cas ici, vous avez remarqué que la zone d'appellation des Langhe a une grande superficie et va englober les appellations de Barbaresco et Barolo, qui sont situées de part et d'autre de la ville d'Alba. Comme l'aire d'appellation Langhe est plus vaste et un peu moins restrictive, on est autorisé à y produire une plus grande diversité de vins et même d'impliquer des cépages qu'on va appeler ou dire les cépages internationaux, comme l'est le Chardonnay. Et c'est ce qui vous est proposé dans la première dégustation. J'aimerais juste ajouter un point pour ce cas-ci, parce que la cuvée que vous êtes en train de déguster a été élaborée avec du Chardonnay qui provient, dans ce cas-ci, directement d'une commune de Barbaresco. Mais comme l'appellation n'ouvre pas la porte à d'autres cépages que le Nebbiolo dans son cahier de charge, ce vin de Chardonnay doit alors porter l'appellation Langhe.
Je vous laisse quelques instants pour admirer ce paysage si caractéristique de la région des Langues, qui d'ailleurs signifie colline et qui montre bien son magnifique relief vallonné composé d'une mosaïque de vignobles. On comprend pourquoi la région a été admise au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. Et tout au long de la soirée, nos invités vont justement vous parler de ces collines avec fierté et avec raison, parce qu'elles sont carrément l'âme de la région et sont à l'origine de l'unicité des plus grandes appellations du Piémont. Alors maintenant, parlons du vin. Et pour ce faire, je vais redonner la parole à ma collègue. Merci, Julie, pour cette capsule. Je crois qu'on aurait dû rajouter la Juventus avec l'impact de Montréal, mais ça nous donne une belle introduction au Piémont avec le Languet. Le Languet qui est le produit que, Federica, tu pourras nous décrire votre chardonnay l'Altro, qui est dans la dénomination, l'appellation Languet. Oui, avec plaisir. Before going deep inside the history and the philosophy of l'Altro, it's very important to mention briefly the history of our first Chardonnay, actually being one of the very first Chardonnay produced in Piemonte and in Italy back in the 80s. So our dream and our journey with the Chardonnay began around at the end of the 70s, beginning of the 80s, when my grandfather and my father were looking to produce a serious and important, a great white wine, which could stand on the same level of Barolo and Barbaresco. The reason why they wanted to look after a specific grape variety, white grape variety, was that Piemonte is of course a land of white grape varieties, but as you may know, for example, Gavi or Arneis are very aromatic grape varieties, very fresh, very fruity, and they do not have the capability to age, and the richness and the structure. And that's really the point that my father and my grandfather were looking for. After a special journey, a special trip that my father did in California, in Napa Valley, at Robert Mondavi Winery, who was a very good friend of our family, he fell in love with the Chardonnay grape, and he was able to see and learn the vinification of this particular grape variety. After this journey, he came back to Italy, came back to Alba, and he asked the permission to his father to plant a few hectares of Chardonnay in a specific terroir, the terroir of the Barbaresco area, the terroir of Treviso, in the vineyard Il Bricco. They wanted to use and to stress with the Barbaresco terroir because they wanted to start from that point, from a very important terroir who is the only responsible to make great Barbaresco and to make great wines. So over there, they decided to plant Chardonnay, actually 3.5 hectares of Chardonnay, and that was in 1981, and 4 years after, they came out with Pio di Lei in 1985 for the very first time. It was a very rich Chardonnay, a very serious Chardonnay, fermented and aged in oak, which was very, very special for that period. Then they started to sell this wine around the world, but especially in the Italian market, in the local market. And they had a few problems because some wine lovers, some restaurateurs, some wine shop owners, they were returning back the bottles, saying that they didn't understood too much the style of this wine. And they asked to my father, why don't you start to make a more fresh, young, less boisé Chardonnay? And my father said, okay, why not? And so the history of l'Altro started. It was 1990 when the other version of Chardonnay of Pio Cesare was born. In fact, the name l'Altro in Italian means the other, l'autre. This is in fact the other style of Chardonnay in our family. Despite of the birth of l'Altro being somehow as a second wine, slowly with the time l'Altro gained a lot of importance in our family because we were able to characterize it not only as a fresh, young, fruity style of Chardonnay, but we were able to characterize it with the peculiar style of our family.
We like to have wines with concentration, with complexity, with structure, with aging potential. And normally this kind of idea, a white wine with this character, is the result of the vinification, fermentation and aging in oak. Instead, we wanted to prove, on the contrary, that the great terroir of Barbaresco was able to produce strength and power, even if the vinification and the aging process was taking place in stainless steel tanks. For the beginning of history of l'Altro, this wine was 100% Chardonnay. Then, after a few years, we were looking as well for some minerality, and that's why in 2015 vintage we decided to add a very small portion of Sauvignon Blanc, just 10%. The Sauvignon part is aged completely in stainless steel, fermented and aged in stainless steel, separately from the Chardonnay part. The Chardonnay part is aged for a very, very small amount of time in barrique, while the rest is aged in stainless steel. The total process of aging is roughly 6 months. After that, l'Altro is ready for bottling. L'Altro is very delicious wine, very fresh, very fruity, with some sweet character, with some roundness, which is coming from the fruit, so from the grape, and not from the sugar, so not from the vinification. With a long length, with a long strength, with a long lingering at the end, which makes this wine a great wine to age. But at the same time, l'Altro is very good to taste and to drink when it is young, because it's a very versatile wine. It's a wine that can be matched with almost any kind of food, even if not Italian. It's a great wine for aperitif. It's a very nice wine with the starter, for example. We always say that l'Altro, being the more modern version of the whites of Pio, is the Chardonnay for the weekdays, while the Pio di Lei, being the more important and elegant version of the white wine of our family, is the Chardonnay for the weekends. Thank you, Federica, for this explanation. Maintenant, Julie, est-ce que nous avons des questions concernant ce vin? Mais oui, absolument. D'abord, bonsoir à mademoiselle et à monsieur Pio. Boffat, pardon. Bonsoir. Une première question, en fait, vous en avez parlé, Federica, concernant le potentiel de garde de l'Altro. Vous disiez que c'était un vin qui était très bon dans sa jeunesse pour sa fraîcheur, pour sa minéralité. Vous dites que c'est un vin qui peut bien évoluer également. Est-ce que vous pourriez nous donner une indication sur son potentiel d'évolution? Oui. L'Altro is, Pio di Lei is the Chardonnay that really can age for 15 years or more. L'Altro, I would say no more than 4-5 years, because the aging is taking place mainly in stainless steel, and the oak, so the barrels process and aging is very small. The secret, if I may interfere, le secret de l'Altro Chardonnay en comparaison avec un style de Chardonnay un peu plus corsé, un peu plus oaky, c'est la fraîcheur et c'est la minéralité. Et alors on veut conserver pour 4 ou 5 ou 6 ans la fraîcheur et la minéralité de ce vin, quelle est vraiment la caractéristique par laquelle j'avais décidé de faire un deuxième Chardonnay dans le cas. Super génial. Donc, évidemment, on veut préserver cet effet de fraîcheur et de minéralité. D'ailleurs, j'ai peut-être une question qui vient de s'ajouter par rapport à ça, et une question peut-être un peu technique. On me demande, parce qu'on sait que l'altitude peut jouer beaucoup pour préserver l'acidité dans les raisins, on me demande quelle est la différence d'élévation de votre vignoble à Trezzo, d'où vient le Chardonnay, par rapport à celle de Serralunga d'Alba. Est-ce que c'est des données que vous possédez ou avez un aperçu au moins?
la commune de Treviso, c'est la commune le plus en haut de toute la région de Barbaresco, c'est environ 400 mètres. Et Serralunga est environ 440-450. Donc, par rapport à la température, Serralunga est un peu plus en haut, mais c'est un peu plus chaude que la commune de Treviso. Donc, il y a, même si nous avons seulement 8 km entre le village de Barbaresco et le village de Barolo, donc 6 ou 7 km entre l'appellation Barbaresco et l'appellation Barolo, nous avons un monde qui est complètement différent en terroir, en température et dans les endroits, à l'auteur des collines. Donc, c'est un peu tout différent. Super, merci beaucoup. Tout ça est très intéressant comme intervention. Alors, c'est ce qui fait le survol de notre première période de questions. Donc, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Il y aura d'autres moments pour les poser. Et je m'en remets à toi, Inès, pour la suite. Merci, Julie. Merci à vous deux aussi. N'hésitez pas, posez-nous les questions par texto. Julie pourra les transmettre à nos invités de ce soir. Vous verrez le numéro tout au long de la présentation ce soir. C'est que nous sommes maintenant rendus au deuxième vin de la soirée, le Barbaresco Il Brico 2016. Julie nous a préparé une autre capsule vidéo qu'elle va documenter sur l'appellation Barolo, Barbaresco et bien sûr sur ce beau cépage qui est le Nebbiolo. Merci Inès et rebonsoir à tous. On avait envie maintenant de prendre quelques instants pour vous parler de ce qui rend les grands vins du Piémont si uniques. Et ça passe d'abord à travers leur cépage emblématique, le Nebbiolo. On peut le comparer au Pinot Noir, mais ça ne sera pas pour sa constitution, mais plutôt pour le côté exigeant et capricieux de sa culture. Mais lorsque les planètes sont alignées, et puis ça vaut pour les deux cépages, ils sont capables de tellement de profondeur et de complexité qu'on oublie rapidement le spectre des difficultés qui peut rebuter. Mais même si le Pinot Noir, on le retrouve quand même dans plusieurs autres contrées, ça ne sera pas le cas du Nebbiolo, ou en tout cas très peu, et on va voir ensemble pourquoi. On a parlé de son caractère capricieux, alors voilà, c'est une des premières raisons. C'est une variété qui compte énormément sur l'environnement particulier que va lui offrir le Piémont. Ici, on parle d'étés qui sont chauds, d'une amplitude thermique importante entre le jour et la nuit. On a aussi des hivers froids, mais surtout et surtout des automnes brumeux, qui vont permettre la lente maturation, puis c'est des conditions dont le cépage a besoin. Ces brumes sont causées par la présence de la rivière Tanaro, qui sillonne les deux appellations de prestige que sont Barolo et Barbaresco. Et cette brume, qu'on appelle nebbia en italien, vient donner tout son sens au nom du cépage Nebbiolo. Et regardez-moi ce paysage automnal avec la lumière qui reflète sur la brume, c'est tout simplement magnifique. Tel que mentionné, c'est un cépage qui a besoin de mûrir très lentement. Contrairement à d'autres cépages, les bourgeons sortent beaucoup plus tôt au printemps, ce qui peut l'exposer, oui, à des risques de gel, mais il arrive à maturité aussi beaucoup plus tard. D'ailleurs, il n'est pas rare que les vendanges s'opèrent seulement à la fin du mois d'octobre dans le Piémont pour le Nebbiolo. Pour vous donner une comparaison, cette année à Bordeaux, les vendanges du Merlot ont commencé à la mi-septembre. Donc, vous voyez, la différence de quelques semaines vient vraiment confirmer ses besoins particuliers. Si vous êtes amateur de Nebbiolo, vous avez sans doute déjà remarqué que les vins qui l'engendrent sont souvent plus pâles. C'est dû à la peau du cépage qui est plus mince, donc qui confère moins de pigments colorants au vin, mais il ne faut pas se laisser berner par cette caractéristique parce qu'il figure quand même parmi les cépages les plus tanniques malgré tout. Et c'est pour ça qu'on peut parfois considérer que ces vins sont indomptables en jeunesse, je vais utiliser ce mot-là, mais en revanche, ça leur concède un excellent potentiel de garde. Il faut se souvenir si les raisins sont plantés dans les endroits les plus appropriés, et ça va être le cas pour les vins de Barolo et de Barbaresco, le cépage va atteindre la maturité nécessaire pour que son impétueuse trame tannique soit beaucoup moins rugueuse en jeunesse. Maintenant, quelques distinctions entre les appellations. Même s'il y a seulement 7 ou 8 km qui séparent ces régions vedettes, on note que les collines de Barbaresco sont plus basses, plus arrondies, donc moins pentues, en plus d'être plus riches et plus fertiles. La rivière Tanaro, dont je parlais précédemment, y passe aussi un peu plus près. Barbaresco, c'est aussi une aire d'appellation moins vaste, avec seulement à peine 700 hectares de vignes. Comme j'aime bien donner des comparaisons pour avoir des idées de grandeur, ici, c'est un peu plus que ce qu'on va faire au Québec comme production totale, mais ça correspond à un peu moins que l'aire d'appellation Pomerol à Bordeaux. Or, pour le style des vins de la région, ils ne manqueront pas de prestance, mais vont se dévoiler en étant un peu plus souples et élégants.
Ces caractéristiques-là vont faire en sorte qu'on n'aura pas la nécessité de les faire vieillir aussi longtemps que les Barolo avant de les commercialiser. Ça les rend aussi plus accessibles dans leur jeunesse. Mais là, attention, ça c'est un portrait général, mais si on considère les vignobles situés à Trezzo, qui seront d'ailleurs à l'origine du vin Il Bricco de la dégustation de ce soir, leurs altitudes sont plus élevées, de même que leurs pentes plus abruptes, et ça va faire en sorte qu'on va retrouver un environnement qui va plutôt ressembler à celui de Barolo, et ça va se traduire dans les vins. D'ailleurs, l'image que vous voyez dans la présentation montre le village de Trezzo et sa tour si caractéristique qui culmine à près de 400 mètres. Pour Barolo, on a environ 3 fois plus d'hectares de vignes, puis ça nous donne également une plus grande variété de sols. L'aire d'appellation s'étend sur 11 communes, dont certaines vont avoir des sols plus riches en marne et en calcaire. Et ça va être le cas des communes de Barolo, qu'on voit d'ailleurs sur l'image à l'écran, et ça va être le cas aussi pour la commune de la Mora, qui est en fait sa voisine, donc les vignobles qui se trouvent plus à l'ouest. Si on faisait des vins qui provenaient uniquement de ces terroirs-là, on serait en droit de s'attendre à des vins qui sont un peu à l'image d'un Barbaresco classique, plus souple, plus élégant en jeunesse et plus aromatique. Alors que pour les autres communes, les sols sont plus riches en grès et donnent donc des vins qui sont plus structurés. Mais règle générale, les vins d'appellation Barolo seront plus puissants, plus costauds et plus tanniques, et c'est pour ça qu'on leur exige un vieillissement minimal plus long avant d'être commercialisés. Le temps de dompter un peu plus la fermeté de leur tanin, disons. Comme tout cela commence sûrement à vous donner envie de les déguster, mais surtout d'en comparer les nuances, je redonne tout de suite la parole à ma collègue Inès pour initier les commentaires de dégustation avec nos précieux invités. Monsieur et Mademoiselle Beaufort, pouvez-vous nous décrire ce vin? Julie vient nous parler du beau village de Trezzo. À vous la parole pour la description du Barbaresco Il Bricco 2016. Yes, thank you very much. For more than 100 years, we've been producing our classic style of Barbaresco from a blend of 3 different vineyards in the village of Trezzo, named Il Bricco, Bongiovanni, San Stefanetto, together with a small property which came later in the year, located in the Alba district, called Rocche di Massalupo. As for the Barolo region, we have a very evident preference with the village of Serralunga d'Alba. The same thing happens in the Barbaresco area, where our heart beats for Trezzo. Trezzo is one of the 4 villages that make up the Barbaresco area. The other are Barbaresco, Neive, and the district and the small district of Alba called San Rocco. As you all may know, the Barbaresco region is renowned to be a little bit different from the Barolo area. The soil, the microclimate, the terroir are a little bit different. More sandy soil, less drainage, warmer temperature. That's why usually we start in traditional vintages, we start our harvest for the Nebbiolo before in the Barbaresco area, and then we continue in the Barolo region. Well, Trezzo is the exception of the rule, because being having a very, very high elevation, this village has a little cooler climate, colder temperature, drier air, very steep slope, and higher drainage in comparison with the other villages that make up the region, the appellation. Therefore, this village has more intensity, has more fruity character, has more freshness, and in a certain way has a style very closer to the Barolo style than the other communes being part of the appellation. Il Bricco Vineyard was one of the very first acquisitions that my grandfather did in the 70s, and the name Il Bricco, in our Piemontese dialect, means peak of the hill. Our family is famous to have a traditional blending approach, putting together the Nebbiolo grapes coming from different location and exposure. Instead, Il Bricco is a single vineyard Barbaresco, so it's coming from just one single vineyard called Il Bricco indeed. In 1990, we were so much in love with a few plots located in our Il Bricco property that we decided to produce a very small and limited quantity of a single vineyard Barbaresco with a completely different style from the classic Barbaresco.
These three plots are located on the very high portion of the hill. You can see from this picture the house on top. This is our family house where we spent all our summer when I was a little girl. In that high portion of the hill, over there, these three plots are located from where Il Bricco Barbaresco is produced. These three plots express really the best character of Il Bricco exposure. It is the driest portion of the hill, with a lot of drainings and with very low yields. And when you have very low yields and a lot of draining, you generally produce a wine with great structure, with great concentration in the color and in the tannin, and with a great character. In 1990, so we tried to vinify for the first time these three plots separately from the other vineyards that I mentioned before, in order to create a different style of Barbaresco, which was the real essence of the super concentration, super rare and super old wines of that vineyard. And as soon as the wine started to ferment, we were so much impressed, and we know that it was becoming a very interesting wine, maybe different from the classic style of Barbaresco, because it was built up mainly on the concentration, on the depth, and on the deep character, on the deep fruit. It's a very rich kind of wine, instead of having the elegance and the delicacy of the classical and traditional Barbaresco. The aging process of Barbaresco Il Bricco is the same for classic Barbaresco and the same for classic Barolo. The law in our region requires at least 2 years of aging for the Barbaresco. Instead, we are aging the Barbaresco the same amount of time as for the Barolo, so 3 years. At least 30 months spent in big oak cask that we call botti, that are big cask of almost from 50 to 60 hectoliters, and a small portion as well in barrique, so in small barrels. Federica, do you do it for 3 years to give it more complexity? Sorry? For the 3 years in barrique is to give it more complexity instead of just doing 2 years? Yes, to have a little bit the bitterness, inside the style of our Barbaresco and of our Barolo. Okay. Il Bricco is produced in very small and limited numbers, less than 6,000 bottles a year. So it is really a boutique production, which is a characteristic of our winery, following meticulously artisanal and handmade production. Nous avons toujours dit dans notre tradition, si je peux dire quelque chose encore sur ce vin, que le Nebbiolo à Barbaresco et le Nebbiolo à Barolo sont vraiment très similes. Ils sont frères et sœurs, ils sont king and queen. Et le cépage est le même dans la région de Barolo, dans la région de Barbaresco. Donc, nous utilisons exactement les mêmes méthodes de fermentation et de vieillissement à Barolo et à Barbaresco. Il n'y a pas aucune raison pour nous de traiter le Barbaresco dans une façon inférieure que la façon que nous utilisons dans la région de Barolo. J'avais une petite question, je suis un peu curieuse. Sachant que le Nebbiolo n'est pas un cépage facile, comment s'est passé les vendanges de cette année? Si je peux mettre ma signature pour les prochains 25 vendanges, d'être exactement comme le 2020, je vais le faire tout de suite. C'était tout parfait, tout vraiment parfait. C'était un dream, c'était un rêve. Le climat était parfait. Nous avons eu la pluie au mois d'août. Il était chaud, mais pas trop chaud. Les nuits étaient frais. Nous avons eu la pluie au mois de juin, au mois de mai, suffisamment. Les dernières 4 ou 5 millésimes ici étaient vraiment très chauds et nous avons eu un peu de problème de sécheresse dans quelques millésimes. Pour le dernier, le 2020, il sera vraiment un millésime comme le 16, comme le 15, comme le 2000, comme le 2010,
comme les fameux 64, 67 et aussi les millésimes avant de ça. Je suis vraiment très content. Merci pour vos explications. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra vraiment surveiller le millésime 2020 quand il va sortir. Julie, est-ce que tu voudrais prendre quelques questions? Mais certainement, avec plaisir. Rebonsoir. D'abord, une question qui porte sur la provenance du chardonnay de votre cuvée Altro. Puisque vous avez évoqué votre amitié avec Robert Mondavi, est-ce que ça vient directement de Californie ou c'est un clone particulier qui vient d'ailleurs? C'est un clone que nous avons pris en Bourgogne en 1980 et qu'il était repeated par une nursery ici dans la région de Alba. Donc, il vient de la Bourgogne. Je ne me rappelle plus le numéro du clone, mais il a été acheté en Bourgogne avec des amis. Génial, merci. Tiens, une autre question qui porte sur le cépage Nebbiolo cette fois-ci. On demande quel âge ont vos plus vieilles vignes de Nebbiolo? Ça, c'est une belle question. Je voudrais vous répondre avec une petite mémoire que j'ai quand mon père est devenu de l'âge de 80. Ma mère, qui avait les clés de la cave privée, a ouvert 2 bouteilles de Barolo 1903. Et je peux vous dire que nous avions les tears dans nos yeux, mon père et moi-même, parce que la qualité de ces 2 bouteilles était vraiment exceptionnelle. La couleur, il n'était pas comme un vin de 10 ans, de 15 ans. Le goût, le saveur, le style était encore là et encore un vrai Nebbiolo, un vrai Barolo. Donc, ça dépend de la qualité du bouchon, ça dépend de la qualité de l'air dans vos caves, et ça dépend bien sûr du millésime. Généralement, dans un bon millésime, comme le 16 ou le 15, ces vins, il peut vieillir 25-30 ans sans aucun problème. Génial, mais l'âge de vos plus vieilles vignes? L'âge des plus vieilles vignes, c'est 1947. Ah oui, vraiment? Wow. Et quelque chose de 53 et 54. Quand même. J'ai une autre question cette fois-ci. On demande qu'est-ce qui, selon vous, distingue Barolo et Barbaresco, les 2 appellations, mais du reste de l'aire d'appellation Langhe. Ces gens-là nous disent qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver des vins en appellation Langhe qui leur plaisent autant qu'un Barolo ou un Barbaresco, et ils aimeraient savoir ce qui les distingue au niveau du goût. Alors, c'est vrai ce qu'il était dit. Je suis complètement d'accord. La région de Barolo et la région de Barbaresco sont les 2 pics de la qualité du Nebbiolo dans notre région. Il y a un petit morceau de terrain, de area, il est localisé entre le village de Barbaresco et le village de Barolo. Ça fait 1000-1500 hectares qu'ils sont tout près de Barbaresco, tout près de Barolo, mais qu'ils n'étaient pas inclus dans la très vieille idée des paysans il y a 150 ans, qu'ils ne faisaient pas du Barolo, qu'ils ne faisaient pas du Barbaresco dans cette région. Et après, la région de Langhe est aussi localisée dans la rive gauche du fleuve Tanaro, c'est dans la région du Roero, qu'il est aussi partie de la région de Langhe, qu'il a un terrain qui a plus de sable, qu'il est plus ouvert, qu'il donne des vins qui sont plus jeunes, qui sont plus aromatiques, mais qui ne sont pas capables de vieillir pour le même numéro de vin que le Nebbiolo dans la côté droite de la fleuve Tanaro.
Donc, plusieurs de vins de langue sont des Nebbiolo langue, qui n'ont pas la possibilité de vieillir pour un très longtemps, mais qu'ils ont le même sangle et la même aime du Barolo du Barbaresco, mais pas le même pouvoir. C'est super. Merci beaucoup, M. Boffin. On apprend vraiment beaucoup de choses et c'est encore plus génial quand ça vient directement de la bouche du producteur. J'ai passé 66 ans de ma vie dans les caves et dans la région, dans la famille avec du Nebbiolo. Ah, mais ça paraît, puis on apprécie beaucoup le moment. Je passe le flambeau de la parole à ma sympathique collègue à l'instant. Merci, Julie. J'adore ces anecdotes. C'est tellement important. Je crois que ça met de la dynamisme à cette dégustation ce soir. L'anecdote d'avoir un vin si âgé, de pouvoir bien en profiter, on n'a pas toujours cette chance de le faire. Je suis certaine qu'il a dû être fantastique. Nous sommes arrivés au dernier vin de la soirée, le vin des rois, le roi des vins, le Barolo, avec un très beau millésime, le millésime 2015. Monsieur Boffin, la parole est à vous. Ben, merci. Même si je suis un garçon, et comme un garçon, je préfère beaucoup plus les reines que les rois, je voudrais bien parler du Barbaresco Bricco et de donner la parole à ma fille Federica pour le Barolo, mais je dois parler du Barolo, je dois parler du roi, je dois parler un peu de l'emblème des vins de notre famille. Dans les vidéos qu'il était montré, dans l'explication qu'il était fait parfaitement ce soir, je ne vais pas parler beaucoup du cépage Nebbiolo, je ne vais pas parler beaucoup de la région du Barolo, parce qu'il était déjà décrit extrêmement détaillé, extrêmement bien. Je voudrais dire que vous voyez l'étiquette de notre Barolo, et vous voyez qu'il n'a pas aucun mot sur le vignoble qu'il est responsable de la production de cette Barolo. C'est notre tradition, c'est la tradition plus vraie et plus vieille dans une bonne façon, pas dans une mauvaise façon, de faire du Barolo. Quand mon arrière-grand-père avait commencé à la fin du 18e, il y avait un très petit nombre de producteurs qui étaient les pionniers de ce vin et qu'ils faisaient tous des Barolo sans donner le nom du vignoble sur l'étiquette, parce que la façon d'interpréter le terroir du Barolo et l'appellation du Barolo était la façon de mettre ensemble les différents terroirs et mettre ensemble le Nebbiolo produit dans les différents endroits de l'appellation pour vraiment créer un style de Barolo qui dépendait pas seulement de la façon de le produire dans les caves, mais bien sûr de différents terroirs qui étaient partie du vin. Alors, comme Federica l'avait dit, nous sommes des amateurs de Serralunga. Serralunga, c'est une partie de l'appellation Barolo qui donne de vin avec beaucoup de complexité, avec beaucoup de cannelle et un très long vieillissement. Mais un grand vin, il n'est pas seulement corsé, il n'est pas seulement un vin qui peut vieillir. Un grand vin, il est aussi un vin qui a de la finesse et de la grâce. Et la finesse et la grâce, elle vient de la région de la Morra pour nous, dans la côté dans la côté ouest de l'appellation de Barolo, avec un terrain avec plus de sable, plus ouvert. Mais aussi dans la commune de Novello, c'est près de la ville de Barolo. Et Novello, il donne beaucoup de couleurs, une souplesse très riche. Et encore, la finesse de la région de Grinzane, où nous avons un petit vignoble. Et pour terminer, finalement, à partir de 2015, justement, c'est la première fois que nous avons dans notre Barolo un important parti à Monforte d'Alba. Et à Monforte d'Alba, il s'appelle Mosconi.
Et c'est le cadeau que ma fille avait dit que je m'avais fait pour moi-même quand j'ai tourné 60 dans le 2014. J'ai eu la possibilité d'acheter 10 hectares dans une seule façon, tout ensemble, sur une très belle colline. Et c'était un cadeau un peu spécial parce que le prix il était un bon prix, avec beaucoup de zéros après. Mais finalement, nous pouvons avoir des raisins qui viennent de Montfort et qui sont des raisins avec finesse, avec puissance et avec beaucoup de moelleux, de caractéristiques moelleuses. Donc, ce n'est pas un blend de vin, c'est un blend de village. De Nebbiolo, c'est un blend de Nebbiolo qu'il est fait avant de commencer la fermentation. Et parce que tous les années, nous avons le même pourcentage de raisins qui vient de différents endroits, qu'ils vont dans différents tonneaux, qu'ils fermentent ensemble pour continuer à avoir le même style du Barolo Pio Cesare. Et nous continuons à croire que le Barolo qui vient de plusieurs endroits, c'est vraiment l'esprit de toute l'appellation de Barolo, et pas seulement de certains vignobles. Alors, c'est la raison par laquelle, si vous avez le plaisir de voir avec un peu d'attention la photographie de l'étiquette de la bouteille, vous voyez au-dessous de l'étiquette que nous avons écrit en rouge « Please don't call it regular », parce qu'il y a une tendance de nommer le Barolo qui n'a pas une indication d'un vignoble, de le nommer comme un Barolo normal, comme un Barolo basé, comme un Barolo régulier. Alors nous s'énervons beaucoup en famille quand on sent que quelqu'un il parle du Barolo ou bien du Barbaresco comme un vin normal. Un roi ou une reine, il ne peut pas être normal. Ils sont des rois, ils sont des reines. Même s'il ne vient pas d'un seul vignoble. L'importance, c'est l'appellation Barolo, l'appellation Barbaresco. Je viens de dire que c'est une longue macération de plus de 40 jours dans les cuves d'inox, après la fermentation alcoolique. Et nous allons, après la malolactique, la fermentation malolactique, nous avons à vieillir notre Barolo pour à peu près 20% dans les petites barriques de chêne français et le 80% dans les grands tonneaux typiques du Piémont qui s'appelle Botti, et c'est du chêne qui vient de l'est de l'Europe. Après à peu près 30 mois de rester dans le bois, on va le mettre en bouteille et il reste 12 ou 15 mois en bouteille avant de le mettre sur le marché. Le millésime 15 était un millésime fantastique, aussi bien que le 15, aussi bien que le 16, que Frédéric a décrit sur le Barbaresco Brico. Le 15 est un millésime un peu plus sec, un peu plus tannique, avec un peu plus d'acidité, parce qu'il était plus chaud et plus sec. C'est un vin qu'il est encore un peu jeune, qu'il est encore un peu tannique, qu'il a besoin de nourriture, qu'il a besoin d'être bu avec quelque chose à manger pour donner un peu de gras dans la bouche. C'est un vin, c'est un Barolo qui aura la possibilité de vieillir pour 25 ans, 30 ans, mais moi je suis trop vieux pour boire un Barolo dans 25 ans, donc 5 ou 6 ou 10 ans, c'est pour moi la façon meilleure de comprendre bien les possibilités du Barolo. Mais je répète, il faut se rapprocher au Barbaresco et au Barolo avec de la nourriture, parce que autrement le vin, elles sont un peu tanniques, elles sont un peu rustiques, et il semble d'avoir besoin d'encore 5 ou 10 ans pour être rond. Ce n'est pas la vérité.
Comme on sait, les participants en ce moment sont probablement en train de souper. Qu'est-ce que vous nous suggérerez avec ce Barolo? Tous qu'il est bien avec les grands vins du monde, les grands vins rouges du monde, du fromage, du bon veau, du bon bif, de bonnes sauces, mais même un coup de bon fromage avec du pain et un bon verre de Barolo, un verre de Barbaresco, je pense qu'il est une des meilleures possibilités de passer une soirée avec des amis, avec la famille, et comprendre un peu le caractère de ce vin, qu'il doit être connu de temps en temps. Un petit coup et un petit coup de nourriture, un petit coup de vin, un petit coup de nourriture, comme ça on peut comprendre vraiment les caractéristiques qui ne sont pas très évidentes dans ces Nebbiolo. Ils doivent être découvertes sip by sip. Comme vous me l'avez mentionné dans le passé, un petit morceau de pain grillé, un peu d'huile d'olive et un peu de parmesan avec un Barolo, ça serait parfait. Sì, même avec un peu de gorgonzola, qui est un très bon fromage de la région piémontaise, il est bien. Vous avez raison. Merci Mais beaucoup. c'est vrai pour moi, parce que c'est 1h le matin, donc c'est le temps de prendre un petit déjeuner en avant. C'est parfait. Merci infiniment pour cette explication sur le Barolo. Là, je vais me retourner vers ma collègue Julie. Est-ce que tu as d'autres questions pour nous? Oui, cela ne dérougit pas. J'essaie de regrouper certaines questions. Je sais qu'il y en a eu plusieurs sur les millésimes. Vous avez déjà eu la chance, M. Beaufort, de nous en parler un peu. Ici, il y a une question, quelqu'un qui se demande en fait pourquoi l'ordre de dégustation comme tel, pourquoi le Barbaresco avant le Barolo. Il semble que chez ces personnes-là, ils ont trouvé le Barolo comme étant un peu plus souple, un peu moins tannique. Je ne sais pas si vous avez des explications pour nous. Bon, alors nous continuons la tradition de mettre le Barbaresco avant du Barolo parce que techniquement, le Barbaresco, il a plus de finesse, il a plus de grâce, car le Barolo, normalement, est un vin qui a un peu plus de force, un peu plus de tanin, un peu plus de corps. Mais le fait que le Barolo, c'est en 2015, donc il est un peu plus vieux, il a 1 an de plus, il a eu la possibilité de rester en bouteille pour 12 mois plus que le Barbaresco. C'est aussi une raison. Et l'autre raison, qui est aussi une très belle raison, c'est la philosophie même du Bricco en comparaison avec le Barolo. Alors, la philosophie du Bricco, c'est 3 endroits de la propriété du Bricco pour faire un Barbaresco de puissance, de corps et vraiment de concentration. La philosophie sur le Barolo que nous produisons depuis 139 ans, ce n'est pas de faire un vin puissant, c'est de faire un vin qui a un peu tout dedans. La grâce, il a la finesse, mais qu'il a aussi la possibilité d'être compris et bu dans tous les moments après que la bouteille est achetée. Normalement, on lit sur le livre qu'il parle de vin de notre région qu'il faut attendre au moins 10 ans pour apprécier vraiment un bon verre de Barolo, un bon verre de Barbaresco. Bon, je ne pense pas que ça c'est la vérité, anymore. Nous pouvons faire des vins quand ils ont 4 ou 5 ans, qu'ils sont pleins de fruits, qu'ils sont pleins de fruits doux, qu'ils sont pleins de douceur, qu'ils sont pleins de richesse de fruits et pas de richesse de tanin. Mais 1 an en plus, et aussi le blend des différents endroits, il donne cette finesse que nous cherchons dans tous les vins que nous faisons à la Maison Pio Cesare, qui ne sont pas de single vineyard. Avec les single vineyard, nous
voulons extrémiser le caractère plus concentré, le vieillissement et la concentration de vin. Super, merci beaucoup. On a une question ici. Bon, d'emblée, vous nous avez parlé que vous étiez une famille qui voulait conserver le côté traditionnel du Barolo. On sait qu'il y a eu une tendance dans les dernières décennies qu'on appelle les styles plus modernes. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu, peut-être votre position par rapport à ça? C'est à moi aussi, je m'excuse, mais merci de cette question. Parce que c'est une invitation à une famille qui était un peu le pionnier de la production de Barolo de Barbaresco. Nous ne pensons pas que nous sommes partis des innovateurs. Nous ne sommes pas la partie des traditionnalistes purs. Nous sommes loyaux au style de la maison Pio. Il y a eu dans les années 80 des producteurs qui sont des amis, ils ont fait beaucoup de bien pour la connaissance de Barolo de Barbaresco dans le monde entier, parce qu'ils ont produit des vins qui étaient plus sur la ligne de vins international, avec un peu de bois, avec un peu de douceur, avec une fermentation, avec moins de macération, donc les tanins étaient plus doux. Mais après un certain nombre d'années, ils ont changé leur membres et ils sont retournés sur la ligne traditionnelle de vin de la région. Donc, mais malgré ça, malgré la façon d'interpréter le Nebbiolo de Barbaresco, le Nebbiolo de Barolo, avec une façon plus moderne ou avec une façon plus traditionnelle, ce qu'il sort après 10 ans ou 15 ans, c'est le caractère du Nebbiolo. Je voudrais vous donner un petit exemple, si vous me permettez. Il y a 20 ans, je pense 25 ans, justement dans la moitié du période que le plus moderne Barolo et Barbaresco, qui est vraiment fameux, il y avait un écrivain, un journaliste, qui avait fait une dégustation ici dans la région avec une cinquantaine de producteurs, les nouveaux, les traditionnels, les producteurs comme Pio Cesare, qui sont dans la moitié des traditionnels et des vieux. Et nous sommes d'un vin jeune, un Barolo Barbaresco jeune, 4 ans, 5 ans, et après un vin de plus que 20 ans. Alors, il était très bien de voir que le vin jeune, le Barolo jeune, le Barbaresco jeune, était très facile d'être connu. Ça, c'est M. Pio, ça, c'est M. Gaia, ça, c'est M. X, Y, Z. Mais quand nous avons dégusté le vin de plus de 10 ans, bon, il n'était pas la technique moderne, pas la technique traditionnelle, il était le pouvoir, il était l'esprit, il était l'âme du Nebbiolo qu'il sortait de la dégustation. Alors ça, c'était la preuve qu'on peut faire tout ce que nous voulons dans le cave. Mais à la fin du monde, à la fin, le Barolo et le Barbaresco avec le cépage Nebbiolo de notre région est quelque chose qui est plus important que la technique dans les caves, que la technique dans les vignobles. C'est super. En effet, c'est la tradition qui gagne. Puis vous avez une très belle façon de nous l'expliquer. On a une question ici. Quelqu'un qui se demande ce qui semble être des écus sur l'étiquette du Barolo. On en compte 10. On aimerait savoir ce que cela représente. Dans l'étiquette de Barolo, il y a une façon de représenter des médailles. Et les médailles sont des médailles que notre famille avait reçues au début du 19e siècle et qu'il était mis depuis 100 ans sur nos étiquettes. Il y a 30 ans, il n'était plus possible de
représenté sur l'étiquette de médaille s'il n'était pas donné assez vin particulier dans la bouteille. Alors, nous sommes allés chez un très bon artiste et nous avons lui demandé de faire un petit truc pour qu'ils ne sont pas de médailles, mais qu'ils semblent à les vieilles médailles de l'étiquette de Pio Cesare d'il y a 100 ans. Claire? Super. Encore une fois, merci pour la générosité de vos réponses. On aurait aimé en prendre plus, mais je dois malheureusement redonner la parole à Inès pour la suite de notre soirée. Merci, Julie. Merci encore pour cet échange. Merci pour toutes vos questions ce soir. J'ai bien aimé l'anecdote sur le Barolo de 1903. Comme vous le savez, c'est encore plus vieux que la SAQ et la SAQ va avoir 100 ans l'année prochaine. C'est une belle occasion de déguster ce vin-là. J'aimerais vous parler aussi des vins suivants que nous avons présentés dans l'invitation de ce soir. C'est que nous parlons du Barolo 2016 avec un Magnum et un 3 litres, un Barbaresco 2016, un Ornato Barolo 2016 et finalement le Chardonnay Pied-de-Lait dans l'appellation Languet. À vous. Alors, moi, je parle du Barolo du Barbaresco classique. Le millésime 16 est un millésime fantastique, très riche, très fruité, plein de fruits, des tanins très souples, très rondes, qui était bien fondu avec le fruit. Le Barbaresco est vraiment féminin, c'est vraiment un vin qui a de la grâce, qui a de la finesse, qu'il semble beaucoup au rose, la fleur de la rose, un peu laissée dans le livre, quand on ouvre un livre avec une rose dried out. Ça, c'est le bouquet du Barbaresco. Et le Barolo, c'est un peu plus masculin, mais c'est normal. La reine et le roi. La reine est féminin, le Barolo, le roi, est masculin, mais dans toutes les familles du monde, même dans les grands châteaux, dans les royaumes, le king, le roi, a le pouvoir, mais le vrai pouvoir est du Barbaresco et de la reine. C'est la même chose dans ma famille, avec ma fille, avec ma femme, avec notre chien, et c'est la même chose avec le Barbaresco contre le Barolo. C'est une belle comparaison parce que quand on les déguste, on le voit tout de suite, cette analogie. Federica. So we finish with two wines that represent a little bit more the modern aspect of Pio Cesare, two wines that were born in the same year, 1985. We start with the white, we start with Pio di Lei, and we start with the meaning of this word. It means Pio for the women. Lei in Italian means ladies. Women, the ladies. My father and my grandfather wanted to dedicate these special wines to the ladies of the family because in our family women have always had an important role. A very important role. And they always had a great palate and a great preference and love for wine. As I have already mentioned, Pio di Lei was the big dream of producing a white wine with the same character, structure, and longevity of Barolo and Barbaresco. So it is the result of producing a very high quality white wine, very close to the Burgundy style, with a late harvest, with the vinification, fermentation, and aging in oak, in barrique. And of producing longevity and aging potential, starting from the terroir. So all this greatness, all this structure is coming from the terroir of our region, of the Barbaresco at first, and then of the Barolo area, because Pio di Lei was born as a single vineyard in the Barbaresco region, and then in the years we decided to add also some Chardonnay grapes coming from the Barolo area. Only 10,000 bottles produced every year. While now we finish with the last wine of tonight, we finish with Barolo Ornato, the very first single vineyard
Barolo that our make in 1985. Ornato is the name of the vineyard located in the village of Serralunga d'Alba. Ornato is really one of the top Grand Cru location of not only of Serralunga but in general of the Barolo area. Ornato is a very large amphitheater, a huge property of almost 7 hectares, very large, and the exposure is south, southeast, and southwest. So this vineyard is exposed to the sun all day long, from early morning to late afternoon. The reason why we decided to produce Ornato in the 80s was that we wanted to show that it is not true that a single vineyard, Barolo or Barbaresco, is better or worse than the classic style, the classic way of producing those two wines. It's simply very different. So Ornato is the real essence of Serralunga and is the real essence of that plot. So masculinity, structure, power, big bones, and longevity. While the classic version, the classic Barolo, is the expression of the totality of our great terroir. Barolo Ornato is produced in very, very limited quantity, 8-10,000 bottles every year. Merci, M. Beaufort, Mademoiselle Beaufort. Félicitations pour les prix que vous avez gagnés pour vos vins. Ça témoigne vraiment du style, de la qualité et tout l'effort, autant dans la vigne qu'au vignoble. Nous avons d'autres questions pour vous ce soir. Julie, nous t'écoutons. Ben oui, on a un petit moment et tant mieux si on peut ajouter quelques questions supplémentaires. En fait, il y en a deux que je vais mettre ensemble. La première concerne la capacité du Nebbiolo. On se demande est-ce que le cépage Nebbiolo va bien avec d'autres cépages? Question à laquelle j'aurais envie de dire oui parce que l'assemblage est permis dans l'appellation Langhe. Mais ça m'amène à vous poser une autre question. Bien, d'abord, si vous avez peut-être des suggestions ou des noms de cépages qui vont bien avec le Nebbiolo, mais on me demande aussi à propos du Barbaresco et du Barolo, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être assez satisfait d'une vendange pour ne pas vouloir l'embouteiller sous ces appellations, mais plutôt embouteiller en appellation Langhe? J'espère que ma question n'est pas trop longue. Ah non, c'est très clair. J'essaie de répondre. Et je réponds un peu avec un peu d'histoire de la région. Avant 1966, la date de la première fois que l'appellation d'origine contrôlée était donnée au Barbaresco et au Barolo, la tradition de certains producteurs, la famille de Pio Cesare inclus, c'était de mettre un très petit peu de Barbera d'une clone très spéciale qu'il faisait des grappes, de clusters, très petits, mais très riches, très denses, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de fruits. Un très petit pourcentage, 3%, 4% maximum, dans les Nebbiolo de Barolo de Barbaresco. Et cette petite partie de Barbera riche donnait du fruit supplémentaire au Nebbiolo d'ailleurs. Et il était bien pour ne pas faire sentir très évidente la tannicité, le tanin et l'astringence du tanin dans les Barolo Barbaresco jeunes. Donc, l'assemblage Barbera Nebbiolo, à mon avis, c'est un très bon assemblage. Et nous avons fait un petit vin qu'il était vendu sur le marché de la SAQ, qu'il s'appelle Oltre. Oltre, c'est un vin qui signifie au-dessus du Nebbiolo, on a aussi des autres cépages comme le Barbera et un très petit peu de Cabernet Sauvignon pour donner un peu de complexité. Pour retourner sur les millésimes,
Je voudrais être un peu différent. J'aime être un peu différent. Et j'aime de dire qu'il est toujours possible, dans notre région, sur les collines de Barbaresco, sur les collines de Barolo, de faire un très grand vin, même dans un millésime difficile. Le secret, c'est de produire moins, et de produire seulement cette partie de vin qui vient seulement des meilleurs baies que nous choisissons dans les vignobles. Donc, vous avez vu dans les vidéos que la vendange chez nous est faite à la main et il est fait avec deux petites boîtes. La boîte de bons raisins et une boîte de raisins comme ça, qu'il reste dans les vignobles. Donc, nous ne faisons pas comme beaucoup de nos amis dans le monde entier d'avoir un tableau avec 5 ou 6 ou 10 personnes dans les caves qui choisissent le raisin. Le choix est fait dans les vignobles par les mêmes personnes qui travaillent dans les vignobles pendant 12 mois tous les ans. Ils connaissent tous les endroits, qu'ils connaissent tous les plantes. Donc, la réponse est non. Nous n'avons jamais rajouté une millésime de Barbaresco de Barolo pour l'appeler Langhe Nebbiolo, mais nous faisons du Langhe Nebbiolo. Et nous faisons du Nebbiolo qui ne vient pas de la région de Barbaresco ou ne pas de la région de Barolo, mais qui est planté entre les deux régions, qui n'a pas le pedigree d'être nommé comme Barolo, d'être nommé comme Barbaresco, mais on va toujours mettre au moins 10 ou 15% de raisins de Nebbiolo qui viennent de la région de Barolo ou de la région de Barbaresco dans notre Langhe Nebbiolo. Donc, pour nous, le Nebbiolo, il était toujours un vin important, un cépage important, un vin qui peut être connu un peu comme le petit enfant du Barbaresco ou du Barolo. Donc, la reine, le roi et le fils ou la fille. Merci encore une fois pour toutes ces anecdotes qui nous éclairent fort bien sur la beauté de votre région et l'histoire de vos vins. Je vais devoir redonner la parole à ma collègue Inès pour bientôt le mot de la fin, malheureusement. Merci, Julie. Merci d'avoir envoyé de si grand nombre de questions on peut répondre ce soir. Sachez que tous les vins que nous avons présentés sont présentement disponibles sur SAQ.com, mais attention, ils sont quand même en quantité limitée. Vous trouverez la description des produits dans le carnet virtuel que vous avez reçu avec l'invitation. Nous sommes maintenant rendus à la fin de cette dégustation virtuelle. Ce fut un honneur pour moi de l'avoir animée en compagnie de ma collègue Julie et d'avoir pu vivre avec vous cet événement unique. Je tiens à remercier tout le monde à la maison d'avoir été au rendez-vous et à l'équipe Elexir qui représente le domaine Pio Césari. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur et Mademoiselle Boffa pour leur temps et leur générosité. Merci de faire des vins magnifiques et de les avoir partagés avec nous ce soir, de nous faire découvrir et redécouvrir. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée, mais avant, un petit mot pour souhaiter un bon anniversaire à Federica. Bon anniversaire, profites-en. Et je cède maintenant la parole à Monsieur et Mademoiselle Boffa pour le mot de la fin et au plaisir de vous se revoir très bientôt. À vous. Je commence, je termine. S'il te plaît. Thank you all for having dedicated 1 hour and a half to listen to our family stories, to our philosophy, and to taste our wines. It was a real pleasure to finish the day of my birthday with you, and I hope to have the chance to see and meet all of you in person in Quebec, or even better in Alba, in our cellar, as our guests. Et je voudrais remercier de mon cœur mes amis de la SAQ pour nous avoir donné cette expérience incroyable. C'était vraiment un grand plaisir
d'avoir la chance de parler de Pio Cesare et de nos vins ce soir avec tous. Je voudrais remercier les guests qu'ils sont restés avec nous pour 1h30. Je sais que j'ai des amis dans les guests qu'on se connaît depuis quelques ans. Donc je dis bonsoir à tous les amis. Les caves de Pio Cesare, ils ne sont pas ouvertes au public normalement. Et la raison parce que nous ne sommes pas ouvertes normalement, c'est parce que pour nous, nos caves sont un peu notre maison. Nous vivons sur les caves, sur le plus haut niveau de caves, et donc pour nous, elles sont un peu notre famille et notre maison. Et si nous ne sommes pas à la maison pour ouvrir la porte et pour welcoming les guests, c'est mieux que les caves restent fermées. Mais nous sommes toujours ouverts pour les amis de la famille. Et ce soir, virtuellement, nous avons caché le pain et bu du vin ensemble sur la même table du dîner, virtuellement, malheureusement. Donc, quand on partage le pain, quand on partage le vin, on devient amis. Et alors, vous êtes les amis de notre famille et vous êtes welcome.